Le Premier ministre vient de commander une mission de réflexion sur la réforme de l'épargne financière à 2 députés PS, Karine Berger et Dominique Lefebvre. Leur rapport attendu devrait indiquer des pistes pour améliorer l'allocation de l'épargne à l'économie réelle. En effet, la France est un pays où l'épargne est abondante, plus de 15% du PIB de manière régulière, mais la France est inquiète de l'orientation de son épargne qui ne va pas assez vers les investissements de long terme. Cette interrogation est traditionnelle et sur les 10 dernières années, on compte plus de 20 rapports plus ou moins dirigés sur ce paradoxe d'un immense bassin d'épargne qui arrive péniblement à son embouchure vers l'océan de la croissance, mais comme un tout petit cours d'eau qui n'alimente pas assez l'investissement de long terme en France. L'État, pour cela, est au premier rang des intéressés car qui dit épargne entend immédiatement fiscalité et la matière fiscale tout à la fois souple et complexe marque l'épargne. À chaque changement de gouvernement, on a une nouvelle couche d'ingénierie et de produits fiscaux qui se superposent aux précédents. Dans ce monde instable, les ménages français ont favorisé la stabilité en investissant très largement dans la pierre. Les comptes des ménages mettent en évidence le poids dominant de l'immobilier dans l'ensemble, plus de 50% du total. De ce fait, en matière d'épargne purement financière, les ménages français sont dans la moyenne des pays européens. Mais tout de suite, les particularités françaises réapparaissent. Cette épargne financière est pour l'essentiel drainée au travers de 2 canaux, l'assurance vie et l'épargne réglementée, c'est-à-dire sans impôt ou presque. Et là, sur ce produit, vous avez reconnu notre livret A national. Le choix de ces 2 supports n'est pas innocent. Ils ont tous les 2 une carotte fiscale, le livret A tout de suite, et l'assurance vie au bout de 4 à 8 ans. Le village gaulois que nous sommes a inventé à partir de cette ressource abondante une potion magique dont les effets bénéfiques se sont fait sentir pendant longtemps. En effet, ces produits d'épargne qui ont vocation à rester à moyen et long terme dans les comptes des banques et des assurances sont en même temps liquides pour les épargnants. Il est facile de retirer les sommes placées et celles-ci sont au demeurant investies à long terme. C'est bien d'être les champions du monde des produits longs et liquides, mais il se trouve que la durée de détention et la performance sont assez liées. Si vous devez gérer des fonds en pensant qu'il est possible de les rendre au minimum le capital toutes les fins de semaine, vous n'allez pas prendre beaucoup de risques et la performance va s'en ressentir. Le secteur français de la finance est devenu un champion de la garantie en capital, c'est bien, mais pour investir, cela pose des problèmes. Dans la longue liste des rapports publiés sur ce sujet, les 4 derniers qui viennent de l'État, par exemple, comme le Conseil d'analyse économique, les assureurs, la Fédération française des sociétés d'assurance, les investisseurs de long terme, la Caisse des dépôts ou la Place de Paris, Paris Europlace, font des propositions intéressantes comme par exemple développer un fonds souverain, impliquer l'État pour couvrir les chocs extrêmes des marchés, moduler les réformes prudentielles pour éviter que plus une banque ou plus une assurance investisse à long terme, plus elle soit taxée, ou par exemple augmenter la durée de détention de l'assurance vie pour sécuriser son label sans impôt et permettre de vrais investissements longs dans l'économie, ou encore favoriser les gestions professionnelles qui apportent de la performance. C'est intéressant, bien sûr, chacun prêche un petit peu pour sa paroisse. Cependant, il ne faut pas oublier que l'épargne in fine, c'est du patrimoine et que le patrimoine est très inégalement réparti, beaucoup plus mal que les revenus. Une étude déjà ancienne de l'INSEE de 2003 a souligné que le taux moyen de 15% d'épargne en France, c'était en fait 0 pour un ménage sur 2, entre 5 et 10% pour plus de la moitié des ménages et pratiquement 30% pour 2 ménages sur 10, les plus aisés. La mission de réflexion devra donc traiter à la fois de la place de l'État comme architecte des circuits financiers et de la cohésion des choix financiers des ménages aisés avec les besoins de la collectivité.